Donc, on va commencer par parler du coup de cette abstraction lyrique avec en particulier le travail de Vassili Kandinsky, que je pense que tout le monde en a entendu parler au moins. Et donc, avant de vous montrer tout à fait à quoi ça correspond, je vais vous parler un petit peu de la biographie, de quelques éléments biographiques de Vassili Kandinsky qui me semblent assez importants et ça nous permet aussi de comprendre mieux sa démarche. Donc, lui, comme d'autres, au début de sa recherche, donc, parenthèse, c'est un artiste russe de base, et au début de sa recherche, comme vous voyez, de ces deux tableaux aussi qui sont de 1906-7, Kandinsky il a un travail qui est plutôt un travail figuratif, qui est fortement inspiré par un certain décorativisme qu'on pourrait associer à un art décoratif, art déco, art nouveau, etc. Et qui se réfère en réalité aussi un petit peu à la tradition, excusez-moi, russe et qu'on pourrait lire aussi comme une transposition aussi d'un certain goût pour le Moyen Âge, pour le travail de la vitre, par exemple, des vitrailles, parce qu'en fait, comme vous voyez, il travaillait sur un fond noir où il appliquait de la couleur par des aplats. Et donc, ça pourrait rappeler un petit peu ce genre de vitraux. Et donc, c'est un travail qui a un peu une inspiration des contes de fées et un petit peu des contes aussi populaires, d'accord? Donc, il nous dit la vie colorée, etc., qui les rapproche un petit peu également d'une recherche qui peut être la recherche des expressionnistes plutôt fauves, d'accord? Et en fait, Kandinsky, il y a un petit peu, il subit plusieurs influences qui seront très importantes pour lui dans la recherche de son travail. Donc, il faut savoir que Kandinsky, c'était quelqu'un qui avait fait des études de droit et qui avait une passion pour la musique. Il jouait du piano et du violon, ou du violoncelle, je m'excuse si je me trompe. Et en fait, il va passer de Moscou à Paris pour ensuite aller à Munich, d'accord? Et donc, il va fréquenter évidemment tous les autres artistes un petit peu des avant-gardes à différents endroits. Donc, il a des moments qui sont assez marqués dans sa vie et qui sont intéressants pour la progression un petit peu de sa peinture. Notamment en 1895, il assiste au Lohengrin de Wagner à Moscou. Et donc, c'est un concert au cours duquel il vit une sorte d'expérience synesthésique. On en parlera dans un instant aussi de son rapport à la musique. Et la même année, il va voir l'exposition à Moscou des impressionnistes où sont exposées la série des meules de Monet. Et cela les marque également particulièrement. Ensuite, il déménage pour une brève période à Paris, où il rencontre les fauvistes, en particulier Matisse et Picasso. Et en 1911, il assiste à un concert de Schoenberg, qui, outre le fait d'être un musicien, était aussi quelqu'un qui pratiquait la peinture. En particulier, c'est la Opéra 11 qui le marquera particulièrement. Alors ici, je vous ai mis une de ces toiles de Claude Monet de cette série. Donc, je ne sais pas si c'est celle-ci en particulier qui a frappé les peintres, mais ce qui nous intéresse, c'est de revenir à cette idée d'impression des impressionnistes qui finalement, on le sait bien, lorsque l'on regarde ce tableau de très près, ils sont quasiment abstraits. C'est qu'en s'éloignant que l'image se recompose avec le travail de Monet sur ce genre de série qui était vraiment de saisir la lumière à un instant précis, donc un travail relativement rapide qui après pouvait être retouché en atelier également. Donc cela les marqua beaucoup. Et ensuite, la rencontre avec les fauvistes les mènera à des recherches de ce type-là, où on reconnaît effectivement un rapport à la couleur et un rapport à la forme qui est très similaire aux expressionnistes et avec ces côtés joyeux qui étaient typiques des fauvistes et que nous avons vus ensemble. Et en particulier le fait du coup d'utiliser une couleur qui n'est pas la couleur, le ton local, et donc quelque chose, une couleur qui ne correspond pas forcément à des éléments visibles dans le réel. Alors à gauche, vous avez Kandinsky, à droite, vous avez Gabriel Munter, qui était sa compagne à l'époque. Et vous voyez déjà dans cette toile l'église à Mornon, on peut reconnaître un petit peu les clochers ici de cette église, mais ça devient quasiment abstraite. D'accord? Lorsque les deux vont vivre à Munich,
euh, Vassili Kandinsky sera avec Franz Marc l'un des fondateurs de Der Blue Reiter. Et certains d'entre vous m'avaient déjà fait la remarque quand je parlais de l'expressionnisme allemand, me disant ah oui, mais il y a Der Blue Reiter aussi. Et je n'en avais pas parlé, j'avais parlé uniquement de la Die Bruck. Alors bien sûr, c'est un mouvement expressionniste, mais je préférais l'aborder un petit peu en passant pour parler de Kandinsky, donc je l'ai pas casé là-dedans. Et donc, Franz Marc, en 1911, il nous dit, ce qui les intéressait, il nous dit faire apparaître les impulsions intérieures dans toutes les formes qui provoquent ou réactions intimes chez les spectateurs, tels les buts que le Blue Reiter s'efforcera d'atteindre. Nous cherchons aujourd'hui, derrière les voiles des apparences, des choses cachées qui nous semblent plus importantes que les découvertes des impressionnistes. Et nous peignons ce côté spirituel de nous-mêmes dans la nature. Donc, en plus, on ressort les impressionnistes et dit nous peignons des choses cachées qui nous semblent plus importantes que les découvertes impressionnistes. Donc, il y a chez eux, comme chez les autres expressionnistes, une volonté de se retourner vers un monde qui est un monde plutôt d'introspection, un monde interne, non pas la réalité qui se trouve face à nous, si ce n'est que comme point de départ. Alors, Franz Marc et Vassili Kandinsky choisissent cet nom du mouvement der Blue Reiter, ça veut dire les chevaliers bleus, d'accord? Pourquoi on ne sait pas trop bien. Alors, avec une petite référence aussi au conte des fées, et cela on le retrouve dans un tableau qui porte les mêmes titres de Kandinsky en 1903. Donc, Der Blue Reiter, on voit cet chevalier sur un cheval blanc vêtu de bleu. La couleur bleue, c'est une couleur que Kandinsky affectionnait beaucoup. Donc, sans doute qu'il y a aussi une volonté de se laisser aller un petit peu dans l'imagination, etc. Alors, par rapport au travail de la Die Bruck, les artistes un petit peu de Der Blue Reiter sont relativement plus joyeux et un peu moins engagés politiquement. Et on retrouve plutôt des choses similaires à celles qu'on a vues chez les fauvistes. Et donc, en utilisation de cette couleur qui est une couleur qui abandonne les tons locaux. Donc, ici, par exemple, on regarde ces paysages, mais on ne sait plus est-ce que c'est un lac, est-ce que c'est de la neige, est-ce que c'est un gazon qui devient bleu, jaune. Donc, les couleurs ne correspondent pas aux couleurs de la réalité. Et donc, on a cette forme d'expressivité à la fois dans la touche de la peinture et à la fois de l'utilisation de la couleur. Et la couleur, on verra pour Kandinsky, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Encore un autre exemple. Donc, ça reste des tableaux figuratifs, mais dans lesquels la couleur prend vraiment une certaine importance. On le dit ici, peut-être les couleurs correspondent un tout petit peu plus au réel, mais on a vraiment un travail un petit peu quasi d'abstraction dans le reste du tableau où finalement ces touches deviennent de plus en plus larges et elles vont petit à petit faire disparaître un petit peu les côtés figuratifs. Ça va? Alors, en fait, Kandinsky, il lui arrive un épisode qui est une sorte d'épiphanie, qui est c'est des genres d'histoires qui nous plaisent, et que donc je vais vous reporter dans ce texte et que je vais vous lire ici. Donc, je vivais déjà à Munich. Je fus ravie un jour par une vue tout à fait inattendue dans mon atelier. C'était l'heure du jour déclinant. Après avoir travaillé sur une étude, je venais de rentrer chez moi avec ma boîte de peinture. Lorsque j'aperçus un tableau d'une indescriptible beauté, baigné de couleurs intérieures. Je commençai par me renfrogner, puis me diriger droit sur cette œuvre énigmatique dans laquelle je ne voyais rien d'autre que les formes et les couleurs dont l'essence me restait incompréhensible. Je trouvai instantanément la clé de l'énigme. C'était un de mes tableaux posé de côté contre le mur. Le jour suivant, je voulus reproduire l'impression à la lumière du jour, mais je n'y parvins qu'à demi. Même de côté, je reconnaissais sans cesse les objets, et il manquait le subtil glacis du crépuscule. Je savais, à présent, très exactement que l'objet était nuisible à mes tableaux. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, Kandinsky, il rentre dans son atelier et il est frappé par la beauté d'une de ses toiles. Sauf que cette toile, il n'arrive pas à la reconnaître. Pourquoi? Parce qu'elle a été déplacée, elle est soit à l'envers, soit tournée sur un côté. Probablement par une femme de ménage ou quelqu'un qui passait par là. Et donc, il a à ce moment-là ce qu'on appelle une épiphanie, donc un moment vraiment d'éclaircissement par rapport à ses idées et ce qu'il voulait exprimer. Et il s'est dit, cette toile, elle est magnifique, et le jour d'après, il essaie de reproduire un petit peu ce qu'il a vu, et donc finalement quelque chose qui est détaché
de cette réalité, puisqu'il est à l'envers et puisque les objets du coup qui sont peints ne sont pas reconnaissables. Et donc, quand il essaie de retravailler ça, il dit, je savais à présent très exactement que l'objet était nuisible à mes tableaux. Donc, il réalise finalement que cette reconnaissance du monde sensible, donc du monde qui est face à nous, dans l'étoile, c'est ce qui l'empêche finalement d'avancer. Donc ici, je vous ai pris un des tableaux que je vous ai montré tout à l'heure, je l'ai mis à l'envers. Et en effet, lorsqu'il est à l'envers, maintenant on est un peu biaisé parce qu'on a vu les tableaux tout à l'heure, on a beaucoup plus du mal à reconnaître les éléments figuratifs et parce qu'évidemment, ce n'est pas tourné dans le bon sens. Donc, on a cette impression d'une toile qui finalement ne représente plus rien, rien de reconnaissable. Et donc, où la couleur et où les formes vont prendre les dessous par rapport au processus qui nous mène à reconnaître quelque chose. Et Kandinsky, il arrive enfin en 1910 ou 13 à peindre cette première aquarelle abstraite. Alors, sur la datation, apparemment, il y aurait des questionnements. Il semblerait qu'il aurait rétrodaté son tableau parce que, en fait, il aurait réalisé plus tard. Mais comme toutes ces recherches, finalement, se passent dans les mêmes années, je vous le rappelle, il voulait en quelque sorte se donner la paternité de cette première abstraction. Bon, soit, ce n'est pas très important dans l'absolu. Mais alors, ici, ce qui nous intéresse, nous, et ce qu'il faut absolument essayer d'éviter de faire alors que notre cerveau fonctionne comme cela, c'est d'essayer de reconnaître des formes dans cette aquarelle. C'est-à-dire de dire, ah, par exemple, tiens, ici je vois un petit visage, ici je vois, je sais pas, une chaussure ou n'importe, parce que justement, il ne se réfère à rien du tout qui soit figuratif. C'est forme, couleur, ligne, expression pure. Donc, il ne part pas du réel. Donc, il ne faut pas essayer de partir du réel pour comprendre ce genre de démarche. Alors, Kandinsky, c'est aussi quelqu'un qui a publié pas mal de textes, donc notamment en 1911, il publie du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, un ouvrage assez célèbre. Et il nous dit, depuis des siècles, la musique est par excellence l'art qui exprime la vie spirituelle de l'artiste. Ces moyens ne lui servent jamais, en dehors de quelques cas exceptionnels, à reproduire la nature, mais à donner une vie propre aux sons musicaux. Donc en fait, Kandinsky il s'est dit, bah, la musique, elle n'a pas besoin de partir de la réalité pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir générer certaines émotions chez celui qui l'entend. Donc pourquoi la peinture ne pourrait pas faire la même chose? Pourquoi la peinture a toujours besoin de s'attacher à un travail de mimésis, un travail de reproduction de la réalité? Et donc c'est en cela aussi que la musique l'intéresse davantage. Et ici, donc je vous ai mis cette fameuse opéra 11 de